Bonsoir, Monsieur Terrainoves. Bonsoir. Merci beaucoup d'être sur le plateau de Bonsoir le Gard ce soir. Alors vous êtes le premier candidat pour les régionales à être présent sur notre plateau et on va recevoir bien évidemment les autres candidats dans les prochaines semaines. Autour de la table, Coralie Mollaret qui est face à vous, c'est notre journaliste politique au journal et je vous présente donc Hugo Carlos qui est l'animateur des Jeunes Communistes. Bonsoir Hugo. Bonsoir Abdel. Tout va bien depuis la semaine dernière ? Tout va bien. Parfait, j'ai pas dit bonsoir à Coralie, mais bonsoir Coralie, vous allez bien ? Bonsoir le Gard, très bien. Et Jean-Baptiste Jouve, le responsable des jeunes chez les Républicains. Bonsoir Jean-Baptiste. Bonsoir Adèle, bonsoir le Gard. Tout va bien Jean-Baptiste depuis la semaine dernière, pareil ? Parfaitement bien, merci. Donc nos deux débatteurs qui vont vous interpeller dans quelques instants, mais je donne tout de suite la parole à Coralie qui va vous poser la première question. Alors, Monsieur Terrainoves, bonsoir. Bonsoir. On est très content de vous avoir sur le plateau parce qu'on va apprendre tout au long de cette interview à faire connaissance. Mais la première question que je voulais vous poser, c'est qu'est-ce qui s'est passé ? Et à quel point de vue ? Vous, qui étiez un ancien militant des jeunes RPR, vous êtes parti à En Marche. Qu'est-ce qui s'est passé, Monsieur Terrainoves ? Je ne suis pas parti En Marche. J'ai quitté les Républicains il y a maintenant plusieurs années. Moi, je suis un élu de terrain, je suis un maire. Et je suis au quotidien dans l'action municipale pour aider les gens à trouver des logements, à trouver du travail, à entretenir la ville, à agir sur le quotidien. Maire de Balma, c'est ça ? Exactement, maire de Balma, une commune de 17 000 habitants de la région toulousaine. J'ai considéré en 2017, si vous voulez, que le parti des Républicains avait du mal à renouveler ses idées et avait tendance à glisser profondément sur la droite. Je suis plutôt, moi, issu du centre-droit, c'est tel quel en tout cas que je me positionne. Je suis un modéré de la droite. Vous vous en êtes rendu compte en 2017 ? Et donc en 2017, le président de la République venait d'être élu face au Rassemblement national et cette multiplicité de facteurs m'a fait considérer que, en réalité, parce que j'aime mon pays, le président de la République, face au Rassemblement national, n'avait pas droit à l'erreur. Et que c'était peut-être venu le temps de mettre de côté les jeux de politique politicienne, les postures dogmatiques, pour aider notre pays à réussir. Parce que j'avais acquis la conviction que s'il y avait un échec, eh bien le Rassemblement national serait aux portes du pouvoir maintenant dans un an. Et donc c'est ce qui m'a encouragé, et notamment mon engagement sur le terrain au quotidien, au-delà des partis politiques, à me libérer, j'ai envie de dire, et à être libre et indépendant. Et je n'ai pas pour autant rejoint, je tiens à le préciser, La République En Marche. Je reste et je demeure un élu qui est libre et indépendant. Je n'ai pas d'étiquette politique et d'appartenance. Oui, pour autant, vous avez raison voilà. de le préciser. Dans le cadre de la campagne que je mène et de ma candidature, je suis soutenu par la majorité présidentielle, par le mouvement radical et par une grande partie des cadres de l'UDI départementaux de notre région. Pour prolonger la question de Coralie, on va donner tout de suite la parole à Hugo. Je crois qu'il a une question sur la droite. Oui, Monsieur Terrainoves, vous avez dit que vous êtes un homme de droite, et je voulais savoir de quelle droite vous vous sentez le plus proche. Celle de Monsieur Muselier en PACA, celle de Monsieur Moudinque à Toulouse, celle de Monsieur Castex, de Monsieur Pradier ou de Monsieur Macron. Alors, vous savez... ça fait beaucoup de droite. Ça fait beaucoup. Et puis c'est surtout lié beaucoup à des personnalités qui incarnent ces mouvements-là. Moi, je suis issu d'une droite et j'ai commencé à militer grâce à Jacques Chirac. Et c'est lui qui m'a donné envie de militer par rapport à son engagement notamment et le côté social et humain qu'il avait. Dans ma vie professionnelle et dans ma vie politique, c'est l'humain qui m'a guidé. L'humain. Je suis kinésithérapeute, j'interviens auprès de personnes âgées dépendantes. J'aurais pu faire de l'ostéopathie, intervenir auprès des sportifs. J'ai décidé de persister dans cette activité professionnelle auprès des personnes âgées dépendantes parce qu'il y a une dimension humaine qui est très importante et à laquelle je tiens énormément. Et c'est ce que j'ai retrouvé en voulant m'engager en politique, pour le côté humain et pour aider les autres. Et donc je dirais que je suis plutôt d'une droite que je qualifierais d'une droite modérée, de centre-droit, qui est démocrate, sociale et humaniste. Voilà ce que je peux vous dire. On peut imaginer, Hugo, dans le prolongement aussi de sa question, quel regard vous portez sur l'alliance ? On en parle beaucoup en PACA entre Renaud Muselier et la candidate En Marche. Est-ce qu'on peut imaginer ça, de votre côté, parce que je crois que du côté de la droite, en Occitanie, c'est plus compliqué. Est-ce que vous auriez pu l'imaginer, d'autant que vous êtes membre du groupe, quand même, les Républicains à la région ? J'appartiens à un groupe qui est l'Union des élus de la droite et du centre, dans lequel il y a une élue LREM, il y a des élus LR, des UDI, des MoDem, des non-encartés en grande partie. Et le regard que je porte sur la région PACA, si vous voulez, c'est que le président Muselier est un président sortant, en exercice, avec un bilan.
il est en place, il a géré une majorité qui était une majorité diverse. Il est dans une démarche de rassemblement face à la menace du rassemblement national. Je suis moi-même dans une démarche de rassemblement au-delà des partis politiques et des clivages. Et donc, je vois plutôt d'un bon œil cette volonté de rassembler. Et donc, je vois plutôt d'un bon œil la démarche qu'a entreprise Renaud Muselier, si on la considère au-delà des jeux de politique politicienne, des jeux de parti et des postures. Alors après, c'est vrai que les Républicains, et notamment le président de votre groupe, qui est notre tête de liste dans le Gard, Christophe Rivinc, lui, il est opposé puisqu'il se définit comme étant dans l'opposition. Oui, Christophe, que je connais et pour lequel j'ai par ailleurs beaucoup d'amitié, je le dis vraiment très très sincèrement, Christophe est le candidat des Républicains. Il est donc dans la logique du parti des Républicains. Moi, quand j'ai quitté le parti en 2017, c'est parce que justement, je voulais sortir de ces postures, qui sont des postures de parti, des postures de politique politicienne et des jeux de politique politicienne. Qu'est-ce qui vous motive très concrètement? Parce que bon, c'est quand même un sacré défi. En Marche n'a pas vraiment d'espace politique. Alors là, vous allez essayer certainement d'en créer un en prévision de 2022 de la présidentielle. Mais c'est quand même il faut labourer, c'est un sacré travail. Oui. Vous voulez faire vos preuves? Qu'est-ce que vous cherchez finalement? D'abord, vous savez, moi, je n'ai pas d'ambition particulière et notamment pas d'ambition nationale. Ce qui m'intéresse, je l'ai toujours dit, ce n'est pas des mandats nationaux ou par exemple des députés font de la législation, c'est d'agir pour les habitants, pour leur quotidien. Je suis maire, je pense que la réponse à la crise peut et doit venir des territoires, et par ailleurs je suis conseiller régional et j'aime ce territoire et l'Occitanie. Et donc à 42 ans, j'estime que j'ai à la fois l'expérience passée, maire depuis 2014, conseiller régional depuis 2010, mais aussi la vision de l'avenir pour pouvoir présenter et incarner un projet et pour pouvoir incarner, j'ai envie de dire, une présidence au-delà des partis politiques et des dogmes. Et c'est ça qui me motive. Et c'est quoi votre programme aujourd'hui pour la région? Alors, mon programme aujourd'hui, c'est un programme, la première compétence de la région, c'est le développement économique et l'emploi. Avant la crise économique, notre région était déjà en difficulté sur les aspects économiques. Les chiffres du chômage sont là pour le démontrer. Malgré la volonté, on ne peut pas dire que rien n'a été fait dans notre région depuis des années. Cependant, les politiques publiques n'ont pas été suffisamment efficaces. Deuxième région avait le taux de chômage le plus important. 25% des jeunes de moins de 25 ans qui sont au chômage. Et parmi les 10 départements français les plus pauvres, 4 sont issus de la région Occitanie. Donc ma priorité et mon objectif, c'est justement de m'appuyer et de faire de l'économie et de l'emploi la priorité de mon mandat. Et ce que je peux reprocher à Carole Delga aujourd'hui, qui par ailleurs, comme je l'ai dit, n'a pas rien fait dans notre région, ça serait démagogique de dire des choses pareilles. Elle n'a pas rien fait, mais notre région a manqué de priorité, de cap. On a été sur de très nombreuses politiques publiques, sur de très nombreux soutiens, mais en réalité, en étant à peu près partout, on a été fortement nulle part. On va revenir dans le détail de votre programme, mais c'est mon objectif. Hugo, vous fondamentalement, moi je ne comprends pas qu'est-ce qui vous différencie de la droite aujourd'hui. Qu'est-ce qui fait votre différence là-dessus? Car vous développez vos idées, votre critique, qu'on pourrait dire constructive du mandat de Carole Delga, mais vous êtes conseiller régional élu avec LR, vous en venez. Qu'est-ce qui fait aujourd'hui votre différence? Et au second tour, comment allez-vous vous retrouver justement? Mais ce qui fait ma différence, c'est d'abord de ne pas être LR, de ne pas être LRM, c'est d'être libre et indépendant. Et j'y tiens. Je l'ai montré dans la composition d'ailleurs de mes listes départementales. Et ce qui me tient à cœur, c'est d'être au-delà de ce jeu de politique politicienne. Je suis dans le Gard aujourd'hui. J'ai investi une tête de liste qui est une tête de liste issue du centre-gauche. Dans d'autres départements, j'ai investi des têtes de liste qui sont issues du centre-droit. Parce que nous sommes en train de faire ce travail et parce que nous sommes dans une période de crise économique, sociale et écologique et que je pense que les réponses fortes à apporter, c'est le rassemblement. Je pense que si on est unis, on est plus fort. Et celui que je trouverai en face de moi et qui me dira que unis, on est moins fort, je ne l'ai pas encore retrouvé. Tout le monde dit ça. Et donc, tout le monde dit oui, ça. Mais enfin, tout le monde est pour l'union. Mais chacun, vous l'avez remarqué, reste dans ses dogmes, reste dans ces jeux de partis politiques, de politique politicienne. Donc Abdel me demandait ce que je voulais faire. Je suis candidat contre personne. Je ne suis pas candidat contre Carole Delga. Je ne suis pas candidat contre LR. Je suis candidat pour ma région avec un projet que je porte et avec une philosophie, celle de transcender les partis politiques. On verra si ça marche, mais aujourd'hui, vu l'engouement, vu la dynamique qui se crée, j'y crois fortement. Jean-Baptiste, vous vouliez interpeller notre invité également? Non, simplement pour faire remarquer que... Non, vous ne vouliez pas l'interpeller? Si, non, en plus, c'est votre ancien camarade, enfin compagnon, je crois qu'on dit à droite. Simplement pour faire remarquer que, et pour en discuter avec monsieur Terrainoves, que effectivement, comme ça a été rappelé sur ce plateau,
à 16 ans, vous vous êtes engagé comme Aurélien Pradier au RPR, que vous êtes devenu maire Les Républicains comme Aurélien Pradier, que vous êtes devenu conseiller régional Les Républicains comme Aurélien Pradier. Bon, j'imagine que vous ne faites pas une fixette sur lui, mais peut-être arriverez-vous à m'expliquer du coup le sens de votre candidature? Est-ce une aventure individuelle ou est-ce une candidature de témoignage, comme La République En Marche a tendance à les multiplier ces derniers jours? D'abord, je connais bien Aurélien Pradier, je l'ai côtoyé. Je n'ai pas d'animosité particulière, contrairement à lui, à son égard. La seule différence que nous avons avec Aurélien Pradier, c'est que moi, je n'exerce pas de mandat national. Et je n'ai pas d'ambition pour exercer un mandat national. D'ailleurs, Aurélien Pradier, il était conseiller régional jusqu'en 2017. Et quand il a été élu député, il a quand même quitté la région. Ça veut dire qu'il a trouvé un intérêt ailleurs que dans la région Occitanie, puisqu'il a préféré rester conseiller municipal de sa commune et député, et aujourd'hui il vient nous expliquer que la région, c'est formidable. Et sur le programme, vous êtes donc d'accord avec la droite? Et donc là-dessus, on a déjà des différences dans la philosophie. Après, moi je vous ai dit, je propose un rassemblement qui va d'une gauche raisonnée à une droite modérée. Je crois qu'aujourd'hui, je suis le seul à proposer un tel rassemblement. Monsieur Pradier est chez les Républicains, Madame Degas est au Parti Socialiste, elle prépare une alliance au second tour avec les écologistes, comme elle l'a dit, qui sont pour moi aujourd'hui dans une posture, en tout cas dogmatique, et qui n'est pas une écologie de progrès, qui est une écologie punitive. Et donc c'est ça qui m'inquiète. Et c'est pour ça que j'agis. Et donc je vais présenter un projet avec mes équipes, et puis après, ma foi, les électeurs jugeront. Est-ce que vous pouvez nous donner une mesure, parce que là c'est vrai qu'on parle beaucoup boutique, accord, parti, mais pour les Gardois qui nous regardent, est-ce que ce soir vous êtes venu dans votre attaché-caisse avec une petite mesure à nous présenter? D'abord, on est dans un département où le nucléaire fait beaucoup débat. Marcoule, oui, voilà. Notamment. C'est un bassin d'emploi très important, 1500 emplois dans le Gard rhodanien qui dépendent du nucléaire. Moi, aujourd'hui, ce que je peux vous dire, c'est mon attachement à la filière nucléaire. Je crois qu'il faut que nous ayons des énergies renouvelables, mais je crois aussi que nous avons besoin du nucléaire. Et donc, je soutiens cette filière. Et je suis favorable au projet d'EPR. Carole Delga ne l'a pas encore affirmé fortement. Pourquoi ? Parce qu'elle est dans une posture dogmatique compliquée avec les écologistes. Donc projet la première des choses, c'est que je suis venu vous expliquer ça. Le nucléaire, on en a besoin sur différents niveaux. Non mais rapidement sur le projet d'EPR. Oui, attendez, pardon. Je vais y venir. On en a besoin sur différents niveaux. On en a besoin parce que le nucléaire, c'est une énergie qui est disponible en grande quantité et en permanence. Donc qu'on fasse de l'énergie renouvelable, je suis d'accord. Mais pour que les trains partent à l'heure et arrivent à l'heure, à un moment, on ne va pas pouvoir le faire que les jours où il fait soleil ou il pleut. Et donc, par exemple, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup et sur lequel, là, on a une véritable différence et quelque chose d'affirmé. Deuxièmement, l'économie touristique. Je pense que nous avons un moyen de développer notre économie dans notre région. Je vous ai dit que l'emploi et l'économie étaient un de mes piliers et une priorité. Je crois que notre région, l'industrie touristique, c'est la deuxième industrie de la région. Je crois qu'on a un joyau qui est inexploité. On a le climat, on a la géographie, on a le savoir-faire des femmes et des hommes de cette région, on a un art de vivre, on a une gastronomie. Et dans mon programme, je proposerai un plan ambitieux pour le tourisme, qui sera un plan de plusieurs millions d'euros, qui dépassera le milliard d'euros. Je ferai une conférence de presse jeudi à ce sujet pour présenter mes propositions, mais on a beaucoup à faire sur ce sujet parce que l'économie touristique est insuffisamment mise en avant dans notre région. Or, elle sera créatrice d'emplois. C'est de l'emploi qui est non délocalisable et c'est de l'emploi qui est pérenne dans notre région. Et donc, on a notamment des grands sites qui ne sont pas reliés entre eux. On n'a pas de package grand site. Enfin, on a beaucoup à faire dans ce domaine. Et puis, pour les emplois saisonniers, on a beaucoup à faire. Donc, ça fait partie, par exemple, notamment des politiques qui irrigueront tout le territoire gardois, qui est un territoire dans lequel il y a des joyaux. Sur les énergies, oui, je crois que Jean-Baptiste... énergie renouvelable, Jean-Baptiste. Oui, non, c'était pour revenir sur les propos que vous teniez sur le sujet du débat il y a quelques instants sur l'avenir de la filière nucléaire. Et au fond, la place que l'on veut donner dans notre région à une industrie qui fait la fierté de la France, une industrie dans laquelle la France détient l'un des premiers rôles au monde, à savoir la filière nucléaire. Et je voulais faire remarquer tout simplement, et je ne vois pas comment nos collègues communistes historiquement attachés à l'industrie française et à l'indépendance de la France dans ce domaine Il avait senti venir. pourront je le dis très sincèrement, au deuxième tour, aller à la gamelle chez Carole Delga qui, tenue par des écologistes totalement extrémiste, sera prête à renoncer à sa fierté. Vous avez une et question, Jean-Baptiste?
C'est une question pour Hugo, en fait. C'est une question pour la gauche, pour les écologistes, et au fond, c'est une manière pour moi de présenter. Du coup. Non, mais c'est un sujet ici. C'est un sujet je pense que la position des communistes sera intéressante. C'est peut-être Carole Delga compte sur eux pour gagner. Un mixte énergétique, je ne crois pas que c'est une position dogmatique. Quand on veut à la fois développer la filière nucléaire et la maintenir quand il est nécessaire, mais aussi à côté développer d'autres énergies au maximum, c'est pas dogmatique, au contraire. Donc je suis un peu surpris par les propos de M. Terranoves. Et les communistes, oui, sont attachés à la filière nucléaire parce qu'il y a des luttes sociales importantes. En 68, il y a eu une cellule CGT à Marcoule, par exemple, qui avait été créée. Mais en même temps, les communistes sont ouverts aussi au développement d'autres énergies renouvelables. Vous savez très bien qu'aujourd'hui, les énergies renouvelables ne sont pas au point. Vous savez très bien, notamment aujourd'hui, que l'éolien terrestre ne marche pas. L'éolien terrestre est un gouffre financier pour des résultats quasi inexistants. Et je voudrais aussi savoir peut-être la position de M. Terranoves sur ce sujet. Est-ce que, oui ou non, vous soutiendrez la position de Carole Delga, qui semble prête à renoncer à l'éolien marin au profit de l'éolien terrestre, qui est un échec total? Je crois en tout cas que les principaux concernés sur la filière nucléaire ne sont pas ici parce que ce sont les écologistes qui sont contre frontalement la filière nucléaire. La position des communistes est quelque part partagée. Je n'ai pas pour ma part indiqué que nous étions contre les énergies renouvelables. Je pense qu'il en faut, mais contrairement aux écologistes, je dis il faut aussi que nous ayons un mix énergétique et donc de l'énergie nucléaire. Quand les écologistes nous disent qu'il faut l'arrêter, parce que comme je vous indique, on a besoin d'avoir cette quantité d'énergie disponible en n'importe quel moment et en grande quantité. Pour ce qui concerne l'éolien, on est quand même engagé dans un projet de développement de l'éolien, notamment de l'éolien flottant au large de l'Aude, notamment de Port-la-Nouvelle et de Gruissant, qui sont des projets qui sont importants. On a aménagé le port de Port-la-Nouvelle à cet effet en transformant effectivement la structure en CMOP pour permettre justement de permettre cela. Et je pense que ce sont des projets qui sont engagés, au bout desquels il faut aller, mais il faut aussi qu'il y ait de la mesure dans le développement de ces énergies renouvelables, même si on est tous concernés, qu'on pense qu'il faut réduire, bien sûr, la part des énergies fossiles. On arrive au bout de l'entretien, mais Hugo, vous vouliez poser une question sur la réforme, je crois, de l'assurance chômage. Oui, en effet. Mais je voulais juste rappeler, dire un mot. Je ne crois pas que l'énergie nucléaire soit une compétence de la région. Donc, à un moment donné, c'est non, mais il y a beaucoup d'enjeux parce qu'il y a de l'emploi. Et quand il y a de l'emploi, il y a de l'aménagement du territoire. Et si on veut que dans tous les territoires, y compris les plus éloignés des grandes villes, on ait un bassin de vie, il faut qu'il y ait de l'emploi. Et donc, il y a 1500 emplois qui en dépendent et je pense que c'est important de les défendre. Ben justement, ma question porte sur l'emploi. Le Gard est un département touché par la pauvreté, comme de nombreux départements, notamment de l'ex-Languedoc-Roussillon. Ici, il y a plus de 15% des personnes qui sont privées d'emploi et qui donc sont dans des conditions très difficiles. Vous dites qu'être président de région, ce n'est pas une fonction nationale. Néanmoins, un président de région a aujourd'hui un écho national. On le voit avec la crise sanitaire. Il y a des positions à prendre, il y a des propos à tenir. Il y a des compétences primordiales dans l'aménagement du territoire, notamment. Donc, la région Occitanie a été touchée par le mouvement des Gilets jaunes, qui a traversé complètement cette région, qui a montré les fractures sociales qui existent aujourd'hui, aussi dans les quartiers populaires, c'est le cas à Nîmes. Et donc, moi, je voulais vous demander quelle était votre position sur l'assurance chômage, qui est quelque chose de central aujourd'hui dans la politique du gouvernement macroniste et qui va tout de suite impacter. Encore aujourd'hui, il y a une étude qui est sortie de l'UNEDIC qui montre en quoi cette réforme qui va faire des économies, qui va faire des économies sur le dos des gens qui bénéficient de l'assurance chômage, va provoquer vraiment des cataclysmes dans les populations. Donc, je voulais savoir votre position, vous qui aspirez à devenir président de région, sur cette question, qui est une question nationale, mais qui doit aussi avoir votre regard. Bien sûr. La région est un relais pour l'État. Et je pense que la région ne doit pas être en permanence en lien et en lutte contre l'État, parce que je pense que ce sont les territoires qui y perdent. Et trop souvent, on a vu les régions s'opposer à l'État, quand, à mon avis, il faut que nous travaillions main dans la main, même s'il y a des choses qui ne vont pas de la part de l'État, et qu'il faut le dire, mais il y a une façon de le dire, et il faut mettre de côté justement les postures politiques. Concernant la réforme de l'assurance chômage, pourquoi y a-t-il une réforme ? Il y a une réforme parce qu'à un moment, il y a une perversion du système. Il y a une exagération du système, c'est-à-dire qu'on met en place un système de protection des salariés et on se rend compte in fine qu'il y a des détournements des situations au profit de personnes qui se servent d'un système alors qu'elles n'en ont pas besoin.
La question aujourd'hui, et vous le savez, de l'assurance chômage, c'est notamment la question des emplois partiels, où une personne qui travaillait 15 jours par mois, à la sortie avec les aides et l'assurance chômage, se retrouvait à la fin du mois avec un revenu supérieur à une personne qui travaille tout le mois. Et c'était tout cela la question. Et donc il y a une question à la fois effectivement de réforme, et d'autre part, il y a une question qui est donc pour ne pas qu'il y ait des abus dans le système. Et d'un autre côté, quelle était la réforme de l'assurance chômage? C'était de faire en sorte que dans les entreprises qui emploient trop de contrats à durée déterminée, eh bien, au bout d'un moment, il y ait des sanctions pour transformer ces emplois à durée déterminée en emplois à durée déterminée, c'est-à-dire de faire un emploi pérenne. Donc cette réforme, elle était sur deux jambes. Ce que les journalistes ont appelé la jambe droite, parce qu'effectivement, il y avait un coup d'arrêt à ceux qui pouvaient profiter du système de façon illogique et de façon abusive. Et d'un autre côté, il y a la jambe gauche qui est là pour transformer et encourager les entreprises à transformer des contrats de courte durée en contrats à durée indéterminée. Et donc, c'était favorable à l'emploi. Voilà. Et c'est le sens de cette réforme. C'est le temps qui nous le dira après. Bien sûr, c'est le temps qui le dira. Mais je crois qu'il y avait besoin de sortir de cet immobilisme. Parce que c'était une situation qui était en poussant les gens vers la précarité. Et non, au contraire, parce que quand on transforme des contrats à durée déterminée en contrats à durée indéterminée... Oui, mais comment on les transforme? Juste en sanctionnant les entreprises, Coralie. Oui, mais il faut le savoir, il faut peut-être que le salarié... Vous pensez que quelqu'un, je ne sais pas, hein, mais parce que forcément c'est intéressant, qui est en CDD, il va aller râler parce que justement il n'est pas en CDI, il va peut-être avoir... Il y a peut-être un lien de subordination qui fait qu'il... Non, mais pas du tout, mais à un moment, quand vous êtes chef d'entreprise et que vous déclarez vos salariés, il y a des contrats de travail qui sont faits, et à un moment... vous rendez des comptes. Donc c'est l'administration qui vérifiera et qui sanctionnera quand il y aura un abus de nombre de contrats à durée déterminée ou de multiplication de ces contrats à durée déterminée de façon trop abusive. Merci beaucoup en tout cas d'avoir répondu à nos questions.